Aujourd'hui, on vous présente une belle nouveauté chez Ludol, c'est Ex Libris. Un jeu dans lequel vous allez devoir construire votre bibliothèque pour faire compétition aux autres joueurs afin de savoir laquelle va être la plus belle. C'est un jeu pour 10 ans et plus, de 1 à 4 joueurs, donc il y a une version solo et c'est une durée approximative de 45 minutes. Premièrement, chacun des joueurs va aller chercher 2 jetons comme ceci de sa couleur, donc par exemple le gris, 2 jetons orange dans une version à 2 joueurs. Nous allons avoir un plateau central comme ceci. Nous allons avoir des tuiles bibliothèque. D'un côté, la phase débutant, qui, elle, n'a pas de pouvoir spécial. Puis à ce moment-là, au lieu d'aller en chercher 2, vous allez en chercher 3. Mais c'est tellement simple que vous pouvez déjà d'emblée commencer avec la version standard du jeu. Donc, on fait simplement mélanger les tuiles. Nous en tirons un total de 2 par joueur. Donc, par exemple, dans un cas présent ici avec 4 joueurs, nous allons tirer un total de 4 tuiles. Le reste sont retirés de la partie. Nous les retournons. Et commençant par celui qui va être le dernier joueur, puis dans le sens inverse, chacun des joueurs va se choisir une tuile, par exemple, récupère cette tuile-ci qui va être sa bibliothèque, ainsi que la figurine spéciale. Comme ici, c'est le verre bibliophage. Ce petit verre-là, nous allons le récupérer. Et voilà, comme ceci. Ça va faire son 3e jeton pour la partie. Il va décider par la suite d'éliminer, par exemple, le cube. Le cube est retiré de la partie. Le joueur suivant fait la même chose, se choisit une carte et élimine une autre carte, ainsi de suite, jusqu'à ce que chaque joueur récupère une carte et de ne pas oublier d'aller récupérer le personnage spécial qui va avec. Chaque personnage spécial a une petite particularité. Faites simplement lire ce qui est indiqué. Habituellement, c'est assez clair. Vous devriez comprendre, ou suite aux explications, comprendre assez facilement qu'est-ce qu'il fait. Comme par exemple, si le vert dit que lorsque vous allez vous activer les 2 actions de la maison, lorsque vous placez sur votre bibliothèque, vous pouvez dépenser une carte pour répéter ce pouvoir. Parce que normalement, lorsque vous allez ici, vous allez pouvoir piocher une carte ou archiver une carte. Lui va pouvoir faire les 2. Une fois que chacun des joueurs a récupéré sa tuile, son personnage principal, les 2 personnages de sa couleur, il nous reste à organiser le plateau principal. Premièrement, nous avons ici des catégories de livres. Il y en a 6. Nous avons les œuvres de fiction. OK. Nous avons les volumes historiques, potions et sortilèges, le bestiaire fantastique, le codex corrompu et les manuels de référence. Donc, nous avons ici les 6 catégories. Ce que nous allons faire, nous allons les mélanger. Puis, nous allons voir comment on fait des points. En suivant ici, ça dit que c'est important. La bibliothèque, chacun des livres doit être rangé en ordre alphabétique. De gauche à droite, de haut en bas. C'est important également que la bibliothèque soit stable. On peut avoir maximum 3 rangées en hauteur. Puis, idéalement, il ne faut pas avoir de trous. Donc, il va falloir faire un rectangle le plus solide possible. On va voir tout ça en détail plus tard. Nous avons les livres populaires. Donc, on tire au hasard une des cartes. Et ça dit que pour ce tour-ci, pour cette game, les potions et sortilèges vont être le livre populaire. À la fin de la partie, le joueur qui va en avoir le plus va avoir 15 points, le deuxième 9, le troisième 4, puis celui qui va être en 4e place n'aura aucun point. Après ça, nous avons les livres bannis. Encore une fois, on va tirer une carte. Ça va dire ici que le bestiaire fantastique sont des livres bannis. Donc, interdiction d'en avoir sous peine de perdre 1 point par livre de cette catégorie-là à la fin de la partie.
Ça dit également qu'il va falloir diversifier ces livres à l'exclusion des livres bannis. Et nous allons avoir 3 points par livre de notre catégorie la plus faible. Donc, si par exemple, j'ai 10 livres partout dans toutes les catégories à part le bestiaire, ma catégorie la plus faible, c'est 10. 10 fois 3 me rapporterait 30 points. Alors qu'un autre joueur qui n'aurait que dans sa catégorie la plus faible que 2 livres ne lui rapporterait que 6 points. Donc, la diversité est très importante. Et finalement, chaque joueur va avoir une spécialité. La spécialité, c'est quoi? C'est pas compliqué. On continue à distribuer les cartes à chacun des joueurs. Donc, chacun des joueurs va obtenir une carte. Le reste des cartes sont défaussées dans la boîte. Chacun des joueurs peut consulter sa carte. Et à la fin de la partie, pour chaque livre de sa spécialité qu'il va avoir, il va recevoir 2 points de bonus. Voilà. Information confidentielle. Les autres joueurs ne peuvent pas savoir votre catégorie, à part bien sûr si la façon que vous jouez. Il va rester placer les tuiles. On sort toujours la tuile numérotée 1, Temple du Devin. Cette carte-là est toujours en jeu lors du premier tour. Le reste des tuiles va être mélangé. Puis nous allons en tirer un nombre égal au nombre de joueurs. Donc nous sommes 2 joueurs. Il faut un total de 2 tuiles. Puisque la première est déjà et toujours pour le premier tour Temple du Devin, il nous suffit de piger qu'une deuxième tuile. Par la suite, il va rester les cartes étagères. Donc nous avons des beaux gros paquets de cartes comme ceci. Et ça tombe bien justement, on peut voir diverses informations. Premièrement, on peut voir que la lettre par laquelle commencent les livres. Donc, on peut voir que c'est le U. C'est les livres qui vont en ordre alphabétique. Donc, évidemment, U, V va aller après U, G va aller avant U, et ainsi de suite. Parce que c'est important de les mettre en ordre alphabétique. Mais on peut voir également qu'il existe plusieurs cartes avec la même lettre. Vous voyez ici, 4 sur 4. Ici, 4, 1 sur 4. Ce qui veut dire que lui, c'est la première des 4 cartes et celle-là devrait être la dernière. Si on regarde bien, on peut voir justement UC passe avant US, ce qui est logique aussi, donc pour l'ordre alphabétique. Vous pouvez également prendre la peine de lire les livres, ils sont vraiment drôles, ils ont pris la peine de se forcer pour mettre des beaux petits noms. Donc, vous prendrez la peine de les lire, mais ce n'est pas une obligation. Vous avez également la catégorie des livres, les symboles qui sont indiqués en haut ici, pour chacune des étagères. Donc, en prenant possession d'une de ces cartes-là, puis si vous la placez devant vous, dans votre bibliothèque, c'est les livres que l'étagère va contenir. On prend le tout, on mélange les cartes, on forme un beau gros paquet, et nous allons en distribuer un total de 6 par joueur. Et voilà. Une fois que c'est fait, nous sommes prêts à commencer la partie. Les joueurs peuvent prendre connaissance des cartes, des tuiles qui sont présentes. Donc, présentement, ce que nous avons un Tente du Devin. Et ça nous permet de piocher une carte pour chaque assistant que vous avez déjà placé pour récupérer le jeton premier joueur. Donc, présentement, je suis le premier joueur. Je n'ai pas encore joué d'assistant. Ça ne serait pas dans mon intérêt de commencer à aller sur cette tuile-là. Je peux regarder ici la décharge publique. Qu'est-ce qu'elle fait? Désigner une catégorie, puis chercher dans la défausse, récupérer une carte qui possède un livre de cette catégorie. Vous pouvez l'archiver. L'archiver, c'est justement la mettre dans votre bibliothèque. C'est bien, mais au moment où on se parle, nous n'avons pas de livre dans notre décharge. Il va donc nous rester les actions de notre plateau. Sur notre plateau, c'est quoi les actions? J'ai soit je peux piger une carte, soit je peux archiver une carte. Donc, mettre une carte dans ma bibliothèque. J'ai déjà 6 cartes. Je pourrais être intéressé justement à aller récupérer peut-être d'autres cartes ou encore commencer à placer les cartes. Il faut savoir que les monstres sont bannis. Donc, idéalement, c'est peut-être pas les meilleures idées à jouer. Par la suite, il ne faut pas j'oublie que les sortilèges
sont justement ce qui est recherché, c'est les livres populaires. Faut pas que j'oublie de faire une diversité. Faut pas que j'oublie non plus que j'ai justement une spécialité. Ben tiens donc, j'aurais tout intérêt peut-être à commencer à aller placer cette carte-là dans ma bibliothèque. Parfait. Je prends la carte, je prends un de mes jetons, je l'envoie sur ma bibliothèque et je vais faire l'action de construire une étagère. Parfait. L'étagère, elle est construite. Je peux me donner un peu plus de place. Voilà, c'est fait. Les restes de mes cartes restent dans mes mains. J'ai fait ma première action. Vient le tour du prochain joueur. Le prochain joueur, lui, a une habilité spéciale, le vert. Comme on disait tantôt, quand il place son vert, c'est seulement le vert qui a l'habilité spéciale, pas toutes ses figurines. Lorsqu'il place le vert dans sa bibliothèque, il va pouvoir aller chercher une carte et archiver, donc jouer une carte de sa main qu'il va placer dans sa bibliothèque. Encore une fois, on va essayer d'éviter les monstres. On sait que lui, ce qu'il recherche, c'est le codex corrompu. Puis il ne faut pas oublier que potion et sortilège, c'est justement ce qui est le plus intéressant. On voit comme ça ici, c'est quelque chose de très intéressant. Ça aussi. Ça également. Il y a vraiment beaucoup de bonnes cartes. Puis regardez ici, les cartes se suivent en plus, c'est très intéressant. Donc, il pourrait décider de commencer avec cette carte-là. Puisqu'elle a justement 2 codex corrompus qui est sa spécialité, on peut également avoir une certaine diversité, c'est très intéressant, décide de la prendre et de placer ça dans sa bibliothèque. Garde ses cartes dans ses mains. Vient le tour de l'autre joueur qui prendrait l'une de ses figurines, décide également de placer une autre carte. L'autre carte qu'il va placer dans sa bibliothèque, il ne peut pas la placer en diagonale. C'est pas autorisé. Elle doit toucher un côté, sur les côtés, ou en hauteur, d'une autre carte déjà placée. Là, il faut faire attention, ici on a parlé d'ordre alphabétique. Donc, idéalement, je vais essayer de trouver une carte qui n'est pas trop loin de ce que je recherche, comme par exemple un K, mais encore là. Ou sinon, je peux m'étaler sur divers étages. Par exemple, ici, je regarde justement, j'ai besoin de ces livres-là. Ça me semble être une pas pire carte. Ah non, pardon. Ouais, ça c'est pour la majorité. Sinon, le S ici, mais j'ai un livre banni qui va me faire moins 1 point. Mais on n'oublie pas que ces cartes-là, puisque c'est ma spécialité, me rapportent 2 points chacun. Fait que 2 et 2, 4. Moi, je pourrais peut-être me permettre d'avoir un moins 1. C'est pas la fin du monde. Je pourrais placer ça ici. Et plutôt que de le placer à côté, je pourrais arriver et décider de le placer en dessous. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. On rappelle que maximum 3 étages de hauteur. Parfait. J'ai terminé mon tour. Vient le tour du prochain joueur. Il n'y a toujours pas de carte dans la défausse. Il a joué une carte qui ferait piger une carte. Bon, non, il décide qu'il va jouer une carte. Il y avait justement quelque chose qui allait à côté du V. On a le V1 qui va directement placer à côté du V2. Il est très bien parti. Revient autour du joueur gris. Le joueur gris décide encore une fois de placer des cartes dans sa bibliothèque. Ou plutôt, il va aller piger une carte. Puisqu'il n'y a pas grand-chose de proche, il ne veut pas trop se bloquer, il va aller se chercher une carte à même la tuile. Très bien. À ce moment-là, il ne pourra pas jouer de carte puisque je choisis d'aller chercher une carte. Et finalement, notre ami ici décide d'aller là, devenir le premier joueur pour les prochains tours, jusqu'à temps que quelqu'un d'autre aille ici, et va récupérer un nombre de cartes par rapport au nombre d'assistants qu'il a envoyé. Il a déjà envoyé 2 assistants, et il va donc aller tirer 2 cartes. Voilà. Tout le monde a joué. C'est la fin du tour en cours.
À ce moment-là, c'est très simple. On va commencer par s'occuper de tous les effets retardés. Je ne sais pas si vous voyez ici, on a un éclair. L'éclair veut dire que c'est immédiat. Donc, lorsque le joueur orange a mis son jeton, il a immédiatement fait l'effet. Alors que s'il avait été ici, on peut voir qu'il y a une place. Donc, une fois qu'un joueur a pris cette place-là, un autre joueur ne peut pas y aller parce qu'il n'y a pas d'autres cases à côté. La décharge, on voit qu'il y a un temps ici. Donc ça veut dire que c'est pas fait immédiatement, mais seulement à la fin du tour. Que là, il va pouvoir aller se chercher la carte qu'il veut dans la défausse. Mais personne n'a pris cette carte-là. Après ça, s'il y avait des cartes d'accumuler, parce que dans certaines tuiles, on va accumuler des cartes, elles sont également défaussées. Puis, chacun des joueurs récupère ses assistants. Donc, parfait. Le joueur orange va récupérer ses 3 assistants. Le joueur bleu récupérer ses 3 assistants. Et nous allons vérifier les conditions de fin de partie. Donc ici, ça dit que si jamais nous jouons en 2 joueurs, si un joueur a 16 cartes de placer dans sa bibliothèque, on va terminer, on va faire un dernier tour, une dernière manche à ce moment-là. Si à ce moment-là, il y a un joueur à 3, c'est 14, et à 4, c'est 12. Donc dès que ça c'est atteint, nous allons rejouer une autre manche supplémentaire et puis ça va passer au décompte final. Sinon, un nouveau tour commence. Pour le nouveau tour, nous allons regarder les tuiles qui sont ici, qui sont numérotées. Donc, on peut voir un numéro de 1, on peut voir celle qui est ici, 11. Et le numéro le plus petit, il est gardé. Nous allons le mettre sur le plateau principal et va être disponible jusqu'à la fin de la partie. Et cette carte-là va être défaussée, retirée du jeu définitivement. Puis, nous allons tirer un nombre égal au nombre de joueurs. Donc, nous sommes 2 joueurs. Nous allons tirer 2 nouvelles tuiles. Les joueurs peuvent prendre connaissance des tuiles. Donc, nous avons ici le tripot clandestin. On peut voir également qu'on a 2 places disponibles à 2 joueurs. 3 places disponibles à 3 joueurs et 4 places si jamais on est 4 joueurs. Ce que ça dit, on peut voir que c'est éclair, donc c'est un effet qui est immédiat. En commençant par le joueur actif, donc celui qui a déposé son assistant, puis en continuant dans le sens du tour, dans le sens des aiguilles du monstre, les joueurs nomment une catégorie pour chaque assistant qu'ils ont placé sur le lieu. Par exemple, on va arriver et dire potion et sortilège, c'est une catégorie. Puis, relever les 4 cartes de la pioche. Le joueur dont la catégorie est le plus représentée parmi les livres sur les cartes récupère les cartes qui possèdent cette catégorie. Il peut archiver une carte par joueur présent sur ce lieu et défausse les autres. Donc, grosso modo, je suis là, j'arrive... Je place un premier personnage, je nomme une catégorie, je dis potion et sortilège, je tire 4 cartes. Je peux prendre jusqu'à une carte avec potion et sortilège, l'archiver, donc l'archiver, ce serait le mettre dans une de mes emplacements. Puis, je défausse le reste. Donc, ça ne m'intéresse pas. Si c'est un A, je suis trop loin du V pour le moment, je défausserai le tout. Si par la suite, un autre joueur y va, lui aussi dans le cas de 2 joueurs, on répète. Donc, moi, je vais dire la catégorie de recherche. Puis, l'autre joueur pourrait choisir, lui, la catégorie justement de potion et sortilège. Parfait. Et on va tirer les cartes 1, 2, 3 et 4. Donc, on regarde. Donc, ici, nous avons une potion et sortilège. Ici, on n'a rien qui correspond. Une autre potion sortilège. Donc, le joueur qui est ici, qui a choisi potion et sortilège, c'est lui qui a gagné. Il peut juste récupérer une carte avec un de ces symboles qui peut immédiatement archiver. Il peut regarder son jeu. Il pourrait décider, oui, elle m'intéresse cette carte-là.
Je vais aller la placer dans ma bibliothèque. L'autre carte est défaussée. Fait que ça, c'est comment ça fonctionne pour le tripot. On peut voir ici le centre de don. Donc, on fait simplement lire la carte. Défausser une carte ou plus, puis archiver une ou deux cartes de votre main. Donc, ça nous permettrait de défausser, par exemple, une carte pour pouvoir en jouer deux. Ce qui peut être intéressant dans certaines situations. Donc, mettons qu'on part notre nouveau tour. Cette fois-ci, c'est le joueur orange qui est le premier joueur à commencer. Décide d'aller ici, justement. Il va faire le test. Là. Fait qu'il peut regarder sa catégorie et dire, ah, tiens, codex corruption, mais j'en ai beaucoup, je veux pas non plus qu'il allume sur quelles sont mes cartes que j'ai de besoin. Je peux choisir une autre catégorie, comme par exemple, ici, l'espèce de sablier jaune. Donc, le sablier jaune, on va tirer les 4 cartes. Nous avons justement un sablier jaune. Il pourrait archiver cette carte-là. Mais ça ne fit pas bien. Décide que finalement, non. Puis il va avoir perdu son temps à y aller. Le joueur vert, lui, va envoyer son petit bonhomme vert. Parce que le gobelin sournois peut tenter un vol. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Il va nommer un type de livre et le joueur présent sur la même tuile que lui doit lui remettre un de ses livres. C'est obligatoire. Donc, par exemple, il décide de dire justement le codex des... la loupe. Là, je regarde. J'ai-tu des loupes? Non, non, oui, non, 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 oui. Je suis donc obligé d'y remettre une de ces deux cartes-là. Ben, celle-là m'intéresse beaucoup. J'ai pas trop le goût d'y donner. Je vais la garder. Je vais donc lui donner celle-là. Et voilà, il a commis un vol. Par la suite, chaque joueur présent va nommer une catégorie. Je vais choisir... Tiens, le sablier, moi aussi. Et lui va prendre le codex. On tire 4 cartes. On peut voir que nous avons 4 codex. Puis référence juste 3. Donc c'est le codex qui l'emporte. Il ne peut garder que les tablettes avec des livres de codex. Il choisit lequel qu'il veut garder. Ben, c'est clair qu'il a l'intention de garder cette carte-là. Et voilà. Fait que même si le premier tour n'a pas été payant pour l'orange, ça lui a permis justement qu'au final, ça soit payant pour lui, puisque même lorsque d'autres joueurs vont, l'habilité se déclenche pareil pour cette carte-là. On revient donc au joueur orange qui décide d'utiliser son serpent pour piger une carte et jouer une carte. Décide de justement jouer un beau W qui se place très bien après le V. L'autre joueur va jouer son tour. Va chercher à placer une carte. Il peut tout à fait placer une carte qui n'est pas dans le bon ordre. Vous voyez ici, S8, S le 6. Donc, on n'est pas dans le bon ordre. C'est pas grave, parce qu'à la fin, il va toujours pouvoir avoir le droit de retourner des cartes afin d'être capable de respecter l'ordre alphabet. Des fois, ça peut être avantageux de placer des cartes différemment, même si ça ne correspond pas à l'alphabet. Puis le joueur orange pourrait décider de placer une dernière carte. Un beau R. Très payant pour lui. Le joueur gris décide de placer une autre carte lui aussi.
Ou tiens donc, elle est ici. Puis j'ai 2 cartes parce qu'il y a déjà 2 assistants de jouer et de redevenir le premier joueur. Fin du tour. Même principe, même chose. S'il restait des cartes, on les enlève. Si on avait des cartes avec un symbole de temps, c'est là qu'on va les faire dans l'ordre. Donc, s'il y en a plusieurs, on regarde le plus petit chiffre jusqu'au plus grand chiffre pour savoir dans quel ordre qu'on doit les exécuter. Par la suite, chacun des joueurs va récupérer ses assistants. Nous allons garder la tuile avec le chiffre le plus petit, donc le 4, qui va venir se rajouter. L'autre tuile est défaussée. On va valider, voire s'assurer que aucun des joueurs n'a le total demandé. Puis nous allons tirer un nombre de tuiles égal au nombre de joueurs. Chacun des joueurs va prendre connaissance des tuiles. Vous voyez ici, comme ici, ça dit placer une carte. Donc pour le collectionneur, c'est très simple. Vous défaussez autant de cartes que vous le souhaitez de votre main et ou de votre collection. Donc, justement, ça permettrait d'aller jeter la carte qui est ici, là, qui est mal placée. On peut tout à fait le faire. Pour 2 livres que vous défaussez correspondant aux catégories présentes sur la carte ci-contre, piochez une carte. Vous pouvez archiver jusqu'à 2 cartes. Ça veut dire quoi? C'est très simple. On met une carte. Mais vous voyez les symboles qui sont ici? Mettons, je décide de défausser ça ici. Bon, on peut voir que je n'ai pas de sortilège, mais j'ai bien un monstre. Et j'ai ici 2. Donc, ça me fait 1, 2, 3 livres que je défausse qui correspondent aux catégories demandées. Avec 3, ben, j'en ai pas assez pour me rendre jusqu'à 2, mais j'en ai juste 2 dans le fond. Fait que pour 2 livres que je défausse, je peux aller me chercher une carte. Donc, avec mon 3 livres que j'ai défaussé, demandé, j'ai pu aller me chercher une carte et la carte va pouvoir être placée dans la bibliothèque si je le veux. Parce que c'est marqué « Vous pouvez » et non « Vous devez ». Guilde des assistants. Placez un assistant de votre bibliothèque sur un emplacement d'un autre lieu déjà occupé par un assistant adverse. Il reprend son assistant et vous activez l'effet s'il est instantané. Donc, par exemple, le joueur orange a été là pour être premier joueur. Je trouve ça plat, je décide d'aller là ici. Et je peux déplacer un assistant de ma bibliothèque, donc un assistant que j'aurais placé sur ma bibliothèque. Je le prends, donc arrêtez ici, je le prends, je peux aller prendre sa place, je réactive l'effet, mais le joueur orange récupère son jeton qui va pouvoir jouer à la fin. Donc à la fin, lui va avoir une action de plus parce qu'il a récupéré son assistant. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez découvrir comme ça les tuiles une par une. Vous allez toujours en apprendre deux de plus dans le fond par tour. Ce qui fait que c'est pas trop dur pour assimiler les règles. Puis de toute façon, sont très bien expliquées à la fin du livre si jamais vous avez des ambiguïtés ou quoi que ce soit. Mais habituellement, en lisant le texte, vous devriez être capable de comprendre facilement la carte. Le jeu va se poursuivre comme ceci, puis on va accumuler de plus en plus de cartes jusqu'à ce qu'un joueur ait le nombre requis. Une fois qu'on a le 16 cartes à 2 joueurs, 14 ou 12, dépendamment du nombre, on fait un dernier tour, puis le décompte des points. Une fois que les joueurs ont terminé la partie, donc que nous avons atteint le nombre de cartes demandées, qu'il y a eu un tour d'extra, que tout le monde a fini, nous allons faire un petit décompte de points. Mais d'abord et avant tout, chacun des joueurs peut regarder sa bibliothèque et retirer des livres pour laisser des étagères vides. Par exemple, si nous regardons ici, nous pouvons voir ici que les lettres sont C, D, F, P, G, K, L. Ici, il y a tout ce qui est après P, là, c'est pas bon. Mais à la place de perdre toutes les autres cartes, on peut décider volontairement de la retourner. En plus, elle contient 3 symboles de monstres, qui est le bestiaire fantastique, qui sont des cartes, des livres bannis. Donc, avant l'inspection, j'en profite pour retourner cette carte. G, K, L,
K. Oups, ici, on a encore un autre petit problème. Donc, je peux regarder assez rapidement puis voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi de garder. Sachant que j'ai besoin des manuels de référence, donc j'aurais tendance à vouloir garder celle-là. Et que celle-ci contient un petit monstre qui ne m'intéresse pas vraiment, j'aurais tendance à retourner cette carte-là pour garder celle-là pour optimiser mes points. Ici, le V, donc lui non plus, on peut voir après. Hein? K, L, V, P, ça ne fonctionne pas. Donc, je pourrais la retourner, contient des monstres également. S, S8, S6, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai tout intérêt à en retirer un des deux. Donc, ça me donnerait 2. Lui, il me donnerait 4 moins 1 donnerait 3. Donc, celle-ci me semble un peu plus intéressant. J'aurais tendance à vouloir retirer celle-là. Malgré qu'elle contient un livre qui est proscrit. U, X, Z. Parfait. On peut voir également qu'il y avait une utilité à mettre ces cartes-là ici. On va voir dans un instant pourquoi. Parce que les étagères sont complètes. Puis ça fait quand même la stabilité dans ma bibliothèque. De l'autre côté, on va checker un petit coup d'œil, mais je ne crois pas qu'il y ait de différence. A, B, B, C, G, L, R, R, S, S, T, V. Lui décide de retourner aucune carte, de laisser son plateau comme ça. Parfait. Une fois que c'est fait, un autre joueur va venir contre-vérifier. S'assurer qu'on a respecté l'ordre. Et si jamais l'ordre n'est pas respecté, à ce moment-là, toutes les cartes qui sont pas bonnes, après notre carte. Donc, si par exemple, j'aurais mis un Z ici, ben tant pis, tout le reste des cartes après sont retournées par l'inspecteur. Puis, nous allons faire un décompte de points. Comment qu'on le fait? Ça, c'est super intéressant. Ils ont bien pensé à leur affaire. Nous allons avoir un petit plateau comme ça. Et en plus, il est effaçable. Donc, terminez un gros calepin de feuilles où vous notez tout, vous scrapez vos feuilles, puis au bout d'un certain temps, vous avez plus de feuilles, vous devez faire des copies, c'est fini. Premièrement, on va avoir le nombre de joueurs. Donc, on va dire par exemple le joueur A et le joueur B. On vérifie. Oui, ça a été vérifié. Ça a été vérifié. Après ça, on va regarder combien de livres du codex corrompu qu'on possède le joueur A. Donc, le joueur A a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le joueur B, lui, en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Et ainsi de suite dans chacune des catégories. Et voilà, une fois qu'on a fait ça ici, on va aller encercler justement qu'est-ce qui était demandé. Donc, nous recherchions ici les potions et sortilèges. Et qu'est-ce qui était banni? C'était ici, on peut mettre des petits zigzags pour se rappeler que ça, c'était pas bon. Donc, bonus de stabilité. C'est là qu'on va regarder les étagères. Si je regarde le joueur B, on peut voir que j'ai un seul rectangle ici qui fait 2 de large, 3 de hauteur. Et le rectangle doit toujours partir à partir de l'étagère du bas. C'est le maximum que je suis capable de faire. Donc, je suis capable de faire un rectangle qui est ici de 6. Donc, moi, ma stabilité pour le joueur B est de 6. Alors que ici, nous avons deux possibilités. On peut faire un 3 par 3 comme rectangle, ce qui rapporterait 9 points, ou un 5 par 2 pour un total de 10 points. Donc ici, nous avons 10 points de stabilité pour le joueur A. Après ça, le livre le plus populaire, c'est le joueur B. Donc le joueur B va faire un total de 15 points. Et le joueur A, lui, va faire 9 points pour être en deuxième. Pénalité des livres bannis. Bon, on peut le voir ici. Donc, on va avoir moins 7 et moins 6. Bonus de diversité. Donc, on va regarder à l'exclusion. Donc, on oublie tout de suite les livres proscrits. Qu'est-ce qu'on a le moins? Pour le joueur B, c'est 5. 5 fois 3 va apporter 15 points. Pour le joueur A, c'est 3. 3 fois 3, ça va faire 9 points.
Puis, finalement, nous allons la révélation des points de spécialité. Donc, ici, la spécialité, c'était les manuels de référence. Manuels de référence, il y en avait 6. 6 fois 2, ça fait 12. Ici, nous, pour le joueur B, on parlait des codex corrompus. Il y en a 15. 15 fois 2, ça fait 30. Il ne reste plus qu'à faire le grand total pour découvrir qui est le grand vainqueur. Donc, le total, c'est seulement cette partie-là ici qu'on va additionner. N'oubliez pas de soustraire ici et non d'additionner pour les pénalités. Puis, le grand total vous donnera le vainqueur. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Beau petit jeu. Il y a beaucoup de choses, mais le fait d'y aller vraiment 2 tuiles à la fois, ça permet d'assimiler le jeu. Moi, j'ai bien aimé. Vraiment diverses stratégies à faire. Puis la version solo également, qui est très intéressante, qui va être expliquée dans une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Et justement, dans une autre vidéo, nous allons faire une partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique d'une partie et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.